Vendredi, c'est Movies, l'émission de ceux qui aiment et adorent le cinéma en salle. Lui, c'est sûr, il l'adore, il s'appelle Hervé Brie, il est là dans le studio. Bonjour Hervé. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Patrick Servel de l'autre côté en face, je le surveille. Enfin, le soleil est là. Et on a le droit à quelques comédies. Oh, quelques comédies, c'est tellement rare. Tu parles de comédie réussie. Oui, et là, je vous parle de celle, et en tout cas, Hervé nous en parlera plus en détail tout à l'heure, de celle dont l'immense succès a pris tout le monde de court. Et le film, c'est un petit truc de plus. Animé, aventure et amour adolescente dans le Japon provincial, c'est Tunnel to Summer. Une comédie dramatique familiale française et qui va sortir le 12 juin, ça s'appelle Juliette au printemps. Un Dupieux de plus, ça donne le deuxième acte. Lui, il y en a beaucoup plus, on est rendu à 5 de Mad Max et c'est Furiosa, la saga Mad Max. Mastroianni au carré, ça donne Marcello Mio. Une belle affiche pour cette nouvelle émission de Movies. Et peut-être on dira un mot aussi de Rendez-vous à Pol Pot qu'on a vu qu'hier, donc on l'a pas encore bien digéré. Oui. Mais on en dira un petit mot. Est-il possible d'avoir Movies sans sa deuxième couche ni dans son viseur ? Bah non, c'est pas possible, donc vous aurez le droit à la deuxième couche et dans le viseur. Et nous n'oublierons pas non plus de parler des festivals régionaux et même d'une quinzaine cannoise qui arrivent chez nous. Alors le Dupieux nouveau est arrivé et tu nous en causes un petit peu ? Oui, il s'agit d'un deuxième acte. Alors vous allez me dire, deuxième acte, pourquoi ? Y aurait-il eu un premier acte s'il y a un deuxième... en tout cas, le deuxième acte, c'est le nom du restaurant dans lequel se retrouvent 5 comédiens en train de tourner un film. Donc deuxième acte, nouveau film de Quentin Dupieux, alors qui comme un peu un Jean-Pierre Mocky à la belle époque sortait 2 films par an, eh bien Quentin Dupieux c'est pareil. Alors pour mémoire, et je vais prendre dans l'ordre inverse, ses derniers films c'était Dali avec 5 ou 6 i, il y avait eu Yannick, Fumer fait tousser et Incroyable mais vrai. Alors là, il y a eu quand même une certaine reconnaissance par le métier pour le réalisateur iconoclaste, qu'est Quentin Dupieux. Et par le public aussi, d'ailleurs. Oui, parce qu'il a été choisi pour assurer l'ouverture du dernier festival de Cannes. Alors quand on voyait le film annonce, ça nous disait pas grand-chose sur le contenu, puisque le film annonce, on s'en souvient, nous proposait de suivre les 5 acteurs, là, dans un grand travelling, on les voyait en train de marcher, qui revendiquaient tous être le héros du film, sans rien nous dire de plus. Alors avec Dupieux, on est toujours surpris, on est toujours étonné ou énervé, il sait très bien faire tout ça, et en plus pour monter la sauce, il avait choisi de refuser l'intégralité des interviews, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Cannes et dans un grand nombre de salles en France à découvrir ce deuxième acte. Alors, il y a une chose nouvelle pour le film de Quentin Dupieux, c'est que c'est une durée exotique pour lui, puisque là, on va dépasser les 1h30, ce qui est assez rare, puisque généralement, ces films font générique compris, 1h10. Bon, c'est pas ça, bien sûr, qui fait la singularité de ce film. Alors, pourquoi deuxième acte ? Alors,
peut-être, ou certainement, pour faire écho, pour être le second volet de la vision que peut avoir Dupieux sur ce que peuvent nous proposer les acteurs à nous, spectateurs. Alors le premier acte aurait pu être, et peut-être Yannick. Alors souvenez-vous aussi, un film dans lequel nous, en tant que spectateurs, nous étions donc spectateurs d'une représentation théâtrale où un certain Yannick revendiquait le droit d'avoir son mot à dire sur le contenu de la pièce qu'on lui proposait. Le Yannick, c'était Raphaël Quenard, alors que l'on voit beaucoup, alors certains même diront que l'on voit beaucoup trop souvent dans les films. Alors entre parenthèses, il était excellent dans Le Chien de la Casse, un peu énervant déjà dans Les Trois Fantastiques. Bon, là je m'égare une fois de plus. Alors de spectateur passif, il devenait terroriste un peu, en imposant aux acteurs sa pièce et sa mise en scène. Dans ce deuxième acte, moi ce que j'y ai vu, c'est plutôt le monde du cinéma et l'arrivée d'un nouveau terroriste qui va imposer sa vision, la vision qu'il a de ce que doit être le cinéma, et ce nouvel acteur qui risque, je le pense, de devenir incontournable, même s'il pour le moment, il n'en est qu'à ses balbutiements. Je veux parler, et là vous êtes tous attentifs, que va-t-il dire ? Eh bien, je vais vous parler de l'intelligence artificielle que l'on voit apparaître alors sur une tablette tenue par un assistant réalisateur. Et là, on a cette intelligence artificielle qui dicte ce que doit être le scénario, ce que doivent être les jeux des acteurs. Et cette intelligence artificielle est capable de vous noter, alors d'avoir aucun état d'âme à juger votre interprétation et vous mettre quasiment à l'amende si vous n'avez pas respecté ce qu'elle IA avait décidé. Alors j'ai bien aimé aussi cette représentation de l'IA qu'on voit sur un micro ordinateur portable, et il est amené, c'est vraiment le cas de le dire, il est amené sur un plateau, un vrai plateau en argent, sur un plateau de cinéma. J'ai trouvé cette image assez intéressante. Alors, pour nous faire passer son idée, j'ai trouvé que Dupieux était assez fort. Il nous propose donc de suivre les acteurs et actrices. Je ne les ai pas nommés. Il y a Quenard, Raphaël Quenard, il y a Louis Garrel, il y a Léa Seydoux et Vincent Lindon. Donc ils sont dans un tournage dans un restaurant improbable, alors une type un peu resto-route ou dîner américain, enfin plutôt motel américain, enfin un truc vraiment improbable, assez minable, avec une photographie d'ailleurs assez pisseuse, assez jaunâtre. Et là, Dupieux va mélanger adroitement les moments où les acteurs jouent les scènes du scénario qui est tourné et leur réaction d'acteurs face à ce scénario. Scénario assez minable, il faut bien le reconnaître, une sorte de marivaudage boulevardier, enfin une sorte de gloubi-goubla, enfin pas très aussi inintéressant que ce que justement il y avait dans le film Yannick. Alors, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est le mot que l'on utilise, ou plus prosaïquement, film dans le film, ce qui est assez courant ces derniers temps. Alors moi, ce que j'en retiens, il y a un jeu des acteurs qui sont capables d'une certaine autodérision, comme Vincent Lindon qui reconnaît, et c'est lui qui le dit dans le film, parler beaucoup trop, et c'est vrai, et on va le découvrir sous un autre jour en fin de film, et je vous en dis pas plus. Il y a une plaisanterie sur ses tics aussi. Oui, et aussi, on va découvrir un acteur de second plan qui pense, lui, être arrivé dans le Sénat, qui pense être arrivé dans le cercle des acteurs, et qui devra déchanter, et c'est Manuel Guillot. Donc, alors, pour moi, c'est une comédie avec des dialogues souvent savoureux, mais qui nous fait quand même réfléchir sur ce qui peut arriver avec ces nouvelles technologies. Je ne parlerai pas du long travelling final, celui-ci, j'en parlerai pas. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je trouve que pour moi, c'est le geste cinématographique de Quentin Dupieux que j'ai le plus apprécié parmi sa filmographie galopante. 3 films sur les 12 derniers mois, tu les as cités quand même. Deuxième acte est un film gigogne, avec des histoires emboîtées où on ne sait plus la limite entre fiction et réalité, à la Dali finalement. C'était un peu ça son précédent. Film farceur, moi j'ai trouvé du bout en bout cruel, et qui se joue intelligemment du spectateur, et puis bien sûr satire féroce des acteurs aux égos surdimensionnés, et donc au passage de l'intelligence artificielle utilisée au cinéma. J'ai beaucoup aimé les scènes où on suit en travelling les personnages
2 à 2, en long plan séquence, avec des dialogues au petit poil. La toute première en particulier, 10 minutes d'anthologie, moi je trouve, entre Raphaël Quenard et Louis Garrel. Dupieux est malin avec cette scène, parce qu'il fait mine d'allumer le politiquement correct, faisant dire des horreurs à Raphaël Quenard sur l'homosexualité, sur les trans par exemple, qui horripile son camarade, et il retourne comme un gant l'accusation de réac qu'on pourrait lui porter, avec une scène à la fin dévoilant une surprise. À plus, tu as remarqué, Patrick, un hommage, alors je ne sais pas s'il est sincère ou ironique, je ne sais pas, au metteur en scène Paul Thomas Anderson, puisque à un moment, il y a un acteur qui dit « Ah, il veut absolument jouer dans un film de Paul Thomas Anderson ». On peut parler de cinéma méta, par contre, alors, ce qui est méta et en effet un peu poussif, c'est la scène finale. Sans la dévoiler, moi je dis rien. C'est une redondance, on va dire clin d'œil, sur une technique de cinéma, et ça paraît interminable. Avec en plus une bande musicale particulièrement ringarde, genre que semble affectionner Quentin Dupieux, qui est pourtant musicien à l'origine. On dirait qu'il fait semblant d'avoir une lumière merdique et des chansons merdiques dans ses films, peut-être. Alors là, on va changer complètement d'atmosphère et tu vas nous parler d'un film qui a été une surprise vraiment pour tout le monde, enfin pour une grande partie de ceux qui s'intéressent au cinéma. Il est rendu, à l'heure où on vous parle, de plus de 5 millions d'entrées. Et ce film, vraiment étonnant, moi je l'ai pas encore vu, Hervé l'a vu, il va nous en parler, et donc ce serait un petit truc en plus. Ouais, on se doit de parler de ce film phénomène du printemps, qui a pris critiques, distributeurs, exploitants un peu par surprise, avec son succès inattendu. Je veux parler de ce qui s'apparente pour 2024 aux intouchables ch'tis, d'il y a une vingtaine d'années. Le petit truc en plus, Cocorico, il fait au box-office la nique aux singes, au panda, à Godzilla, à Mad Max et même à Ryan Gosling. Movies cause de tous les styles de cinéma, du genre arrêt essai pur et dur venu du Kazakhstan ou de Somalie, avec une préférence pour l'Iran, jusqu'au blockbuster américain ou autre, pour peu que la vision de ces films nous ait un tant soit peu intéressés. Moi j'étais curieux de voir ce premier long métrage d'Artus, je connais pas plus que ça, celui-là, et avec, c'est vrai, une petite appréhension, car beaucoup de comédies françaises se voulant populaires paraissent souvent lourdaudes dans leur thème comme dans leur facture. Tu lèves le doigt, je te donne la parole. Oui, moi, le film annonce ne me donnait vraiment pas envie d'aller voir ce film. Alors je sais pas si justement je me souviens plus, je sais pas si j'ai vu. C'est pas terrible le film annonce. Bon, ça a été plutôt une bonne surprise, avec un humour et une émotion auquel j'ai été sensible malgré ses réticences de départ. Alors l'histoire est assez simple, pour fuir la police après un hold-up dans une bijouterie. Un hold-up dans une bijouterie, 2 braqueurs pas vraiment pros, père et fils, vont s'en sortir grâce à une confusion de personnes en s'embarquant dans un autocar qui conduit un groupe de jeunes adultes handicapés à un séjour dans un gîte au vert. Nos 2 intrus pieds nickelés vont devoir simuler chacun un rôle pour passer inaperçus, et on va suivre leurs interactions avec les membres de ce groupe atypique, constitué en plus de 3 éducateurs spécialisés, une dizaine de pensionnaires atteints de trisomie, syndrome de Tourette, hémiplégie et autres handicaps divers, physiques et mentaux. Alors le point remarqué du film, et il est connu car on en a déjà quand même pas mal parlé dans les médias, c'est d'avoir confié la plupart de ses rôles à des acteurs non professionnels porteurs de ces handicaps. Moi je le savais avant, et je redoutais un peu l'exploitation du côté freaks entre guillemets du nom du célèbre film de Todd Browning en 1932, tourné avec des personnes ayant de vraies malformations. Bon, mais là, dans ce film-là, c'était tragique, sans toujours éviter le voyeurisme, même si c'était un film profondément humaniste. Là, un des moteurs du film, c'est plutôt l'autodérision, le regard que portent les handicapés sur eux-mêmes et aussi sur les gens valides entre guillemets. Il serait intéressant de savoir quelle a été la part d'improvisation et de répétition pour ces multiples scènes où les protagonismes sont filmés de façon très touchante, sans apitoiement du tout d'ailleurs, avec même un côté presque cabotin parfois. Alors c'est évidemment un
plaidoyer pour le respect, pour l'inclusivité, message qui peut pas faire de mal, hein. J'ai trouvé aussi intéressant que les thèmes du sentiment amoureux et même de la sexualité des handicapés ne soient pas passés sous silence, même si le côté sérieux du sujet est évidemment désamorcé car traité façon comédie. Franchement, on rigole, hein. Moi, j'ai adoré le pensionnaire qui se prend pour Sarkozy. Il est vraiment très drôle, hein. Rien de révolutionnaire question cinématographie, hein, mais c'est sans doute pas l'ambition. Et si on ajoute par contre de belles prises de vue du Vercors, je crois, et la découverte d'une super actrice, elle s'appelle Alice Beadi, elle crève l'écran en éducatrice dynamique, le tout donne un bon spectacle à message sur la tolérance, efficace, fédérateur, pour lequel on peut comprendre l'engouement. À noter, c'était au départ un succès de province. Il était par exemple chichement distribué dans les salles parisiennes au début, hein. Il y a des films comme ça, hein, où le ratio d'entrée province-Paris est important. Un des derniers en date de ce type, c'était par exemple Les Baudins. Avec un petit truc en plus, on est largement dans la catégorie au-dessus. Alors au rayon bémol, soyons un peu sévères quand même, hein, il y a bien des petits trucs en trop, comme quelques running gags poussifs, un final trop larmoyant où l'émotion m'a paru forcée, et je déplore le rajout de 2 choses superflues, le côté rom-com attendu et qui n'apporte rien, et aussi des scènes inutiles nous montrant ce que devient le jeune trisomique qui n'a pas pris le bus à cause du quiproquo de départ, et là on y croit moins. Et puis le gros truc moins, pour moi quand même, ce sont les chansons de Dalida, qui émaillent le film, car un des protagonistes en est fan. Là, de mon côté, ça coince, hein. Alors, forcément, à rapprocher du 8e jour, en 96, sur la rencontre entre un cadre sup incarné par Daniel Auteuil et une personne atteinte de trisomie 21, Pascal Duquesne. Les deux ont eu un prix d'interprétation conjoint à Cannes en 96. Artus a dit avoir été impressionné par ce film belge et y avoir pensé pour réaliser le sien. Autre référence, peut-être pour l'ambiance colonie de vacances déjantée, j'ai aussi pensé à Nos jours heureux, le premier long métrage de Toledano Nakache qui avait révélé Omar Sy au cinéma. Voilà pour le succès populaire du moment, voire de l'année. Franchement, si ce type de production fait venir en masse des spectateurs dans les salles, de toutes les générations, et peu habitués à s'y rendre, les statistiques des entrées nous apprennent ça, en fait, sur ce film, je dis tant mieux. Alors moi, ce que j'ai vu, je sais pas là si c'est vraiment un peu de l'opportunisme, mais j'ai vu que ressortait Intouchable avec une affiche disant que c'était le film avant le petit truc en plus. Ah, donc ça, là, il y a un petit côté peut-être... L'opportunisme est partout. Oui, mais d'ailleurs, pourquoi pas? Non, mais ce serait intéressant de le revoir parce qu'il se trouve aussi que c'était un bon film, hein. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et lampes grises de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il
fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Que vient faire Barbara dans Movies ? C'est la question que je te pose. Puisqu'on rappelle que tous nos choix musicaux ont forcément à voir avec le 7e art, de près ou de lien. Eh ben, c'est pas trop connu, mais Barbara a eu une courte carrière au cinéma. Au début des années 70, 3 longs métrages, pas trop passés à la postérité, mais je peux les mentionner quand même. Un petit rôle de chanteuse dans Aussi loin que l'amour de Frédéric Rossif, plus connu pour ses films animaliers. Remarquez, Barbara est un drôle d'animal aussi. Franz, c'est toi, tu le savais ça, oui. De et avec Jacques Brel, à l'époque où ils étaient amants, mais cela ne nous regarde pas. Et L'Oiseau rare, réalisé par Jean-Claude Brialy. Voilà. Oui, c'est ça, et puis, en parlant de Barbara, on peut pas éviter de mentionner la magnifique évocation de son personnage par Jeanne Balibar dans le film de Mathieu Amalric en 2017, qui s'appelle tout simplement Barbara, mais qui du coup aurait pu s'appeler Bali Barbara. Oh là là. Alors maintenant, tu nous parles, je sais plus de quoi. Ah oui. Ben, je vais te le dire. Rappelle-toi, dans la fin des années 70... Mais j'étais pas né. Ah ben c'est en 79, pour être vraiment plus précis. Alors, on avait un réalisateur inconnu, George Miller, un acteur aussi inconnu, Mel Gibson, et un film qui vient du bush australien, qui nous arrive sur les écrans à cette époque, c'est Max le Fou, c'est Mad Max. Alors, le synopsis, on pouvait le résumer à peu près à ça. Sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards hors la loi et policiers intercepteurs qui tentent de triompher de la vermine au volant des voitures aux moteurs surgonflés. Voilà ce que nous disait ce film, qui fut quand même qualifié d'assez violent. Alors c'est sûr, le Max, à côté duquel Inspecteur Harry, le Dirty Harry, lui, il passerait pour Gandhi à côté. C'est tellement il était gentil par rapport à ce Mad Max. Ça a révélé Mel Gibson. Oui. Après, il a déconné un petit peu le Mel Gibson. Bon, mais là, dans ce film, c'était vraiment assez mais là, novateur. t'es dans le passé. Oui. Alors, c'est vrai qu'il secouait quand même pour l'époque. Alors, ce fut quand même le premier d'une saga, puisque ensuite, on a eu le droit au numéro 2, puis au numéro 3. Alors, numéro 3, avec une certaine guest star et chanteuse qui nous disait qu'elle n'avait pas besoin de nouveaux héros. C'était, bien sûr, Tina Turner. Une grande, enfin pas par la taille, la grande Tina Turner. Et tout ça, c'était en 85. Et puis, plus rien. Et il faudra attendre 2015 pour le 4e opus, qui s'appellera Fury Road. Alors, 2024... et je vous parle de Furiosa. Alors, les spécialistes me disent que c'est un antépisode. Ouais. Ça, c'est ce que disent les cousins québécois. Nous, on a plutôt l'habitude de dire prequel. Prequel. Qui veut dire que c'est un film dont la réalisation est postérieure à une œuvre de référence, mais qui, à l'inverse de la suite, évoque des faits intérieurs à cette œuvre. C'est Bravo. bon ? T'as tout suivi ? Bon. Ouais. Alors, moi, je me suis installé, j'y étais, c'était dans la grande salle Lumière du Festival de Cannes. Oui, je me la pète. J'y étais, d'autres n'y étaient pas, mais moi j'y étais. Alors moi j'avais quitté Mad Max, ça faisait 45 ans, je l'avais pas vu. Je me suis dit tu n'avais pas vu Fury Road. Non, je me disais, il a dû changer. Alors je l'ai pas retrouvé. Mel Gibson, il n'était pas là, mais j'ai retrouvé une Furiosa kidnappée par des méchants. Alors surtout, qui a un nom latin, il s'appelle Dementus, qu'on pourrait dire aussi, il est dément un peu. Alors il est quand même très croquignolet le garçon, un méchant, très méchant, mais qui se promène quand même avec un doudou. Parce que même les méchants, ils ont un cœur sensible. Alors, toujours aux commandes. Et alors là, on est très loin de ce qu'il avait pu faire à un moment donné, parce que souvenons-nous qu'il nous avait parlé d'un cochon qui s'appelait Bab, le mignon cochon dans la ville. Il avait fait aussi des sorcières, les sorcières d'Eastwick. Et c'est toujours l'infatigable George Miller qui est resté aux commandes de toute sa saga. Parce que souvent, il y en a qui passent la main. Quand on pense par exemple au Star Wars, Lucas, il en a fait
fait qu'un ou deux, mais après, il avait passé la main. Bah lui, le Miller, j'étais regardé, il a quand même 80 balais, et ben ça garde jeune, le Cinoche, hein. Alors, c'est peut-être pas toujours vrai, parce que même si Wenders et Bellocchio, ils ont gardé toute leur fougue, on a Pepe Coppola, qui lui nous a servi un gros gâteau boursouflé, dont on parlera certainement plus tard, mais s'il sort, je ne suis pas sûr. Megapolis. Oui, Police, oui, mais Megapolis. Alors, là, le Miller, il continue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à jouer aux petites voitures. Enfin, des voitures qui doivent consommer toute la production du pétrole d'Arabie Saoudite en une journée. Mais peu importe, ça gronde, ça jaillit de tous les côtés. Des motos, des grosses motos, des voitures, des très grosses voitures, des camions. Mais à côté duquel, là aussi, je reparle de Star Wars, les vaisseaux de Star Wars, on dirait des Legos. Et là, il y a des Mantus quand même qui se comportent comme Bénure. Alors lui, il n'est pas sur une moto, il est sur un char tracté par 3 motos. Je vous assure que ça a de la gueule. Des explosions dolbylisées, Atmos, son multicanal, ça vous fait vibrer de toutes parts. Alors le film, il est conforme aux attentes. Hein. Et aussi l'intérêt, pas besoin de connaître Fury Road, qui a été le truc d'après. Moi, je suis rentré dans le film, je connaissais rien de l'histoire, parce que je vous l'ai dit, j'avais quitté Mad Max il y a longtemps. Et j'ai pris un plaisir dans ce film énergique, une mise en scène hallucinante, des effets spéciaux à l'ancienne quand même, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de cascades. On sent pas trop l'effet numérique. Alors, si je me permettais une petite phrase, allez-y, c'est pas du Romer, c'est du Miller. Dans la franchise Mad Max, après la première trilogie des années 80, après le Fury Road en 2015, qui m'avait vraiment impressionné. Franchement, si celui-là t'a plu, le Fury Road de 2015 te plairait aussi, hein. 5e opus, Furiosa. On reste dans la furie, hein. Fury Road, Furiosa. C'est toujours du fameux vétéran George Miller et une douzaine de films à son actif seulement, celui-là. Très versatile, hein. Tu sais que tu as cité Babe le cochon, donc avec des vrais animaux tu parles. Tu as cité la comédie fantastique Les Sorcières d'Eastwick. Et puis, il a fait aussi des dessins animés Happy Feet avec des pingouins qui font des claquettes et jusqu'au giga blockbuster d'action post-apocalyptique. Donc, il est très versatile, hein. Alors, je cause, mais je l'ai pas encore vu. Mais je le verrai bien sur écran IMAX. Il a l'air taillé pour ça. Tunnel to Summer, comme tu parlais de l'été, je me suis dit un film qui s'appelle Tunnel to Summer, titre à l'international anglais gardé en français, qu'on pourrait traduire par le tunnel qui mène à l'été. C'est un animé, c'est-à-dire un film d'animation japonais façon manga qui bouge. C'est pas trop ma tasse de thé a priori. Je trouve ça souvent stéréotypé dans la thématique comme dans le graphisme. Faut dire que j'ai été traumatisé par les programmes pour enfants de Dorothée qui passaient des versions cheap de ça au kilomètre dans ces émissions, hein. Mais on me l'a conseillé, alors j'ai tenté l'expérience, bien m'en a pris, même si j'ai quelques réserves. L'histoire. Alors, selon une légende, trouver le mystérieux tunnel d'Urashima et le traverser permet d'exaucer son désir le plus cher, mais avec un prix à payer qui rend l'expérience périlleuse. Et je ne vous dis pas lequel pour titiller la curiosité. Alors, temporellement, on se situe il y a une quinzaine d'années, dans une petite ville côtière japonaise. Le jeune lycéen triste, il s'appelle Kaoru, il a du mal à se remettre d'une tragédie familiale et il va faire équipe avec Anzu, jeune fille qui vient d'arriver à son école, énigmatique et volontaire, qui va lui proposer son aide pour tenter l'aventure de ce tunnel qu'ils ont découvert. Alors, que veut chacun d'eux ? Et que se passera-t-il au bout du tunnel ? Ça fait beaucoup de mystères que je ne dévoilerai pas ici. C'est un conte moderne, hein, prétexte à chroniquer une histoire d'amour adolescente. Je dis moderne pour au moins 2 raisons qui lui donnent un aspect quand même contemporain. D'abord, beaucoup d'utilisation du téléphone portable. Bon, l'action se situe autour des années 2010, hein, avec quelques twists temporels. Donc, pas de smartphone très performant, mais l'utilisation systématique de textos dans la narration, et c'est un tic, je trouve, qui devient un peu trop envahissant.
Deuxième chose qui sonne dans l'air du temps, c'est le personnage féminin qui mène la danse, qui prend des initiatives, ce qui n'est pas le cas dans les contes anciens. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté mystérieux du début. Le spectateur voit pas trop où il est embarqué et du coup devient curieux de voir comment tout ça va se déployer. La première scène, par exemple, qui montre la rencontre des deux personnages principaux. Avant même d'ailleurs l'apparition du titre du film, elle est très belle, tout en regard, silence et délicatesse, comme suspendue. Elle sera d'ailleurs répétée à mi-parcours sous forme de jeu entre les deux protagonistes. Moi, j'ai apprécié la tonalité zen, contemplative du film, à laquelle je ne m'attendais pas. Pas de baston, ni d'hystérie ici. On n'est pas dans Dragon Ball Z, je te rassure. J'ai même trouvé de la poésie. Alors, parfois sur le fil du mièvre, hein, mais sans y tomber vraiment. Alors, on est un peu quand même dans la veine des films des studios Ghibli de Miyazaki, en moins exubérant, moins inventif, avec des dessins plus anguleux aussi. Tiens, parenthèse. Tu le sais, pour la première fois à Cannes cette année, une palme d'or d'honneur a été donnée à un studio, le fameux Ghibli, la fameuse équipe à l'origine des Totoro, Chihiro, Mononoke et d'autres dans le dernier en date, Le Garçon et le Héron. Côté graphisme, pour ce Tunnel of Summer, Tunnel to Summer, on retrouve ces personnages quand même toujours assez stéréotypés de la culture manga, grands yeux écarquillés, pas très asiatiques d'ailleurs, hein, petit nez pointu avec une certaine androgynie, l'animation est soignée, fluide, avec de beaux décors campagnards ou côtiers et aussi une longue et belle scène dans un aquarium. Il y a un jeu intéressant sur le chromatisme, un contraste de couleurs entre les scènes réalistes, plutôt gris bleuté, et les couleurs beaucoup plus chaudes, scintillantes pour les parties oniriques dans le tunnel. Ça scintille même un peu trop, parfois ma rétine a souffert à certains moments. Bon. Pour un public à partir, je dirais, de 13-14 ans, car la thématique... pas forcément enfantine, hein, y est évoqué, on parle de violence parentale ou de négligence parentale, deuil, culpabilité, questionnement sur comment sortir du lot, comment faire sa place, ce genre de choses un peu matures quand même. Autrement, on retrouve dans ce film de la même manière que dans la comédie japonaise récente qui s'appelle Comme un lundi, que je n'ai pas particulièrement apprécié d'ailleurs, un clin d'œil au culte du manga. On a une sorte de mise en abîme avec cet animé qui rend hommage aux mangaka. Les mangaka, c'est les scénaristes et les graphistes qui créent les mangas. Bref, tout ça est très japonais et plutôt exotique pour un boomer comme moi. Tunnel of Summer est signé d'un jeune réalisateur qui s'appelle Tomohisa Taguchi, ça fait penser à Tamagotchi, hein. Et son film a remporté, écoute bien Patrick, une récompense au dernier festival international d'animation d'Annecy, le prix Paul Grimaud du long métrage. Pour mémoire, Paul Grimaud, réalisateur, voilà, le classique dessin animé Le Roi et l'Oiseau avec des textes de Prévert. Alors il est plutôt bien distribué dans notre région, puisque j'ai vu qu'il passait au CGR, UGC, La Lanterne de Bègle, et dans notre brave Jean Eustache de Pessac aussi. Ah. Waves of
face at first just ghostly. Turn the wider shade of pale. At first just ghostly. Turn the wider shade of pale. Et cette nuance plus blanche de pâle, Slow d'enfer et tube immense de 68. Ouais, tu m'en as rappelé des souvenirs là. Ah ouais. A lancé la carrière du groupe anglais Procolarum. Il est entendu plusieurs fois, par bribes, tout le long du film Memory, en salle en ce moment, dont on a parlé en bien lors de la dernière émission, et il est entendu en intégralité sur le générique de fin du film. C'est le titre fétiche des deux personnages principaux. Bon, c'est immortel, hein, mais ça ne nous rajeunit pas. Et je ne dirais pas ce que Patrick m'a dit hors antenne qu'il faisait sur ce morceau. On passe à autre chose. Oui, moi je vais te dire, moi Marcello, et là c'est Chiara. Oui, la fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve qui nous le dit. Alors, après qu'on l'ait suivi lors d'un casting du nouveau film de Nicole Garcia, où celle-ci joue son propre rôle, là, lui demande d'être... tu pourrais pas me le faire un peu plus Deneuve et un petit peu moins Mastroianni? Ça, bien évidemment, ça va la dépiter et là, elle va quitter le plateau et on va la retrouver un matin devant son miroir de la salle de bain. Et là, en face, dans le miroir, ce n'est plus elle qu'elle voit, mais on voit apparaître Marcello. C'est bien fait le morphing, hein? Oui, c'est très très bien fait. Et à partir de ce moment-là, juste avec une perruque et puis le chapeau de Marcello, celui qu'il arborait dans le 8,5 de Fellini, elle devient pour elle-même et pour les autres Marcello. Alors les autres, hein, ce sont ceux et celles qui vivent ou qui ont vécu auprès d'elle. Ainsi, on a forcément Catherine Deneuve, sa mère, on a les amants passagers, Melvin Poupeau, Benjamin Biolay, et puis aussi on a l'ami improbable en la personne de Fabrice, dit le Lucchini. Alors l'idée est intéressante, hein, de ce que peut être le ressenti de celui ou de celle qui a un ou deux géniteurs hyper connus et reconnus. Alors, c'est pas forcément simple, hein, d'être un après Delon, un après Belmondo brasseur, hein, Pierre et Claude. Je parle pas des brasseurs niveau bière, mais des Higelin, des Douglas comme Michael Douglas, même si à un moment donné il est devenu plus important que son père. On a des exemples aussi en dehors du cinéma, des Lagardère, des Dassault, ou même des De Gaulle. Ou des Le Pen.
Ah, je vais oublier ça. Alors, est-ce qu'on arrive, la question bien sûr que peuvent se poser tous ces gens, est-ce que leur reconnaissance dans le métier est due à leurs propres compétences ou est-ce pour leur propre talent? Alors, moi je dis que la question est intéressante et malheureusement, il y a un souci, moi je trouve, dans ce film, c'est que autant que sa fille puisse se retrouver en Marcello, moi franchement j'y ai cru et on voit bien que là que Chiara Mastroianni, même si elle a eu des gènes généreux, ben c'est bien elle qui avec son propre talent a joué la comédie, a joué un rôle et cela elle le fait très bien. Mais le maître que vous le sentez arriver, c'est ce qu'il y a autour, ceux qui sont autour. On sait très bien que Catherine Deneuve, elle sait jouer, mais là, on a l'impression qu'elle ne sait pas jouer Catherine Deneuve. Catherine Deneuve ne sait pas jouer Catherine Deneuve. Nicole Garcia non plus, on n'y croit pas. Je ne crois pas que Nicole Garcia est en train de jouer. Et Lucchini non plus. Et alors, attends, je termine avec Lucchini. Melvin Poupeau, c'est pareil. Alors, il y a peut-être Benjamin Biolay, mais comme il est un peu en retrait, c'est un peu plus facile. Mais vraiment, le pompon, c'est Lucchini. Autant je peux le croire à tout, je peux le voir jouer dans Maloute, etc. Mais là, je pense que j'ai pas peur de le dire, je l'ai trouvé mauvais. Lucchini est mauvais dans ce film. Alors vraiment, c'est la question que me pose ce film. Pourquoi s'être intéressé à tous ses proches? Moi, j'aimais bien de n'avoir que Chiara tranquille avec son père, même si on n'entend pas son père, on le voit apparaître fugitivement comme ça, et c'est très bien vu. Et Christophe Honoré, hein, qui est le réalisateur, il sait faire revivre ce père. Et moi, j'ai trouvé vraiment, il y a des moments de grâce où là, on a Chiara et son père qui sont là ensemble, on ressent cette intimité entre eux, et sans qu'ils ne disent un mot, vraiment, on sent que Marcello, il est là avec sa fille. C'est dans les flashbacks quand elle est petite, ouais. Oui, il y a de ça, et puis même c'est un peu dans des situations, ouais, des situations comme ça. Et moi, j'ai bien aimé c'est un peu cette fin où on la voit un petit peu quitter justement toute la troupe, s'éloigner un petit peu. Elle s'en va un petit peu dans l'eau, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais là, j'ai trouvé qu'elle avait besoin de cette tranquillité, de quitter un petit peu tout ça. Et là, quand elle est dans l'eau, elle se retrouve elle-même. Et moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Donc, j'ai trouvé que le film... vraiment, il y a des moments qui sont très très délicats et il y en a d'autres qui sont lourds et c'est ce qui fait malheureusement la majorité du film. Alors, il y a juste un scoop, et moi que j'ai trouvé vraiment un détail, on voit que la calvitie de Melvin Poupeau s'installe. Oui, mais il la porte bien. Alors, moi j'ai trouvé que ton Marcello Mio, c'est un exercice sans doute nombriliste. Hein. Film de famille, film d'amis avec la vraie mère Deneuve, le vrai ami Poupeau, le vrai ex-Biolay. Manque plus que la vraie fille des deux finalement. Je pense qu'elle y était pas. Hein. Donc, film de l'entre-soi quand même du petit monde cinématographique parisien, mais sauvé par au moins 3 choses. L'originalité des situations quand même, la qualité des plans et leur enchaînement. Christophe Honoré filme ses personnages et leur déambulation en esthète de la caméra, ça c'est sûr. Hein. À cet égard, moi je trouve que le tout début, avant même le générique, hein, avec cette réalisatrice démiurge, les assistants paniqués et la pauvre Chiara obligée de mimer Anita Ekberg dans une fausse fontaine de Trévi, je l'ai trouvé superbe de folie et de tristesse. Hein. C'est vraiment prenant. Hein. Et enfin, troisième chose, quoi qu'on pense du fait que Chiara Mastroianni fasse finalement payer au spectateur sa pseudo-psychothérapie, je trouve qu'elle est magnifique, hein, de grâce, de sensibilité et d'humour. Moi, je l'ai adorée dans ce rôle de petite fille gâtée qui transforme sa déprime existentielle en jeu de rôle fantasque auquel tout le monde fait semblant de croire, même le spectateur. Hein. Oscillant entre gravité et fantaisie, c'est elle qui m'a fait aimer le film. Un peu comme toi d'ailleurs. Oui, hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense que s'il n'y avait eu qu'elle, elle et son père, le film aurait
certainement été beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de délicatesse dans ce film, et il y a une interprétation de Chiara Mastroianni. Là, elle l'a prouvé à tout le monde. Ok, ses parents, c'est Deneuve et Mastroianni, mais là, on a Chiara Mastroianni. Ouais, elle a un spectre de jeu. Voilà, oui, vraiment. c'était assez extraordinaire, et donc on peut, même si on n'en avait pas besoin, on peut lui dire oui, on te garantit que tu es une très très bonne actrice. En tout cas, c'est ce qu'en pense Movies. Et moi qui lance un morceau, alors que bien évidemment... On disait que tu lançais... ça ressemblait à la musique de l'Exorciste au début. Oui, mais quand tu parles, ça fait un petit peu ça. Alors là, de mémoire, c'est une certaine Juliette. Ouais, alors on a eu Tunnel to Summer tout à l'heure, Tunnel vers l'été, et là avant, on a Juliette au printemps. Juliette au printemps, c'est un film vu par surprise, Et figure-toi. après, tu nous parles de Sonate d'automne. Non. J'ai pas décidé d'y aller voir ce film. Je m'explique. Je l'ai vu dans le cadre des avant-premières surprises proposées par le cinéma Jean Eustache de Pessac, 2 fois par mois, je crois, et avec beaucoup de succès, j'ai appris. Les gens aiment être surpris. Moi, d'habitude, c'est pas trop mon truc. Je préfère choisir en connaissance de cause, mais là, j'ai tenté, et plutôt bonne pioche. Alors, qui c'est cette Juliette du titre ? Eh ben, une jeune illustratrice de livres pour enfants qui quitte la ville, Paris, pour se mettre au vert un temps et retrouver sa famille. Alors, on la sent pas très bien, limite dépressive, et on va la voir interagir avec son père et sa mère, séparés, sa sœur, sa grand-mère, et faire de nouvelles rencontres. Joyeux bazar que cette famille et ceux qui tournent autour, mais des souvenirs et des secrets vont remonter à la surface. Donc, des films familiaux, avec crise, moments chaleureux et choses secrètes enfouies, on en voit beaucoup, mais celui-là m'a vraiment touché. Il m'a paru juste et en même temps un peu décalé. Moi, je me suis senti proche de cette collection de personnages très différents, avec chacun leur personnalité attachante, très bien écrit et campé par une brochette d'acteurs super. En premier chef, Isia Higelin. Alors, plutôt grande gueule et survoltée sur scène, elle est là subtilement en retrait dans son jeu de jeune fille fragilisée et très crédible. Les 2 parents aux antipodes l'un de l'autre, très drôles chacun à leur manière, c'est notre brave Jean-Pierre Daroussin, il est jamais mauvais à l'écran lui, et la fantasque Noémie Lvovsky qui, comme d'habitude, emporte tout sur son passage. Une mention spéciale à l'actrice qui s'appelle Sophie Guillemin, qui nous fait une prestation vraiment épatante. Elle donne beaucoup de son corps, qui est de forme généreuse. Par exemple, dans des scènes déshabillées qu'on pourrait qualifier de rabelaisiennes. Rarement un corps de femme qui ne correspond pas au canon classique de beauté a été filmé comme ça, de façon plutôt frontale, mais avec grâce et naturelle en même temps. On peut d'ailleurs voir dans ce film comme un manifeste anti-grossophobie, car on a plusieurs personnages, on va dire potelés, qui jouent de leur corps avec aisance, sans sous-texte moqueur ou alibi gros de service dans le casting, comme on le voit parfois. Moi, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant et pas si courant. Alors, un tel parti pris, qu'on pourrait presque qualifier d'engagé, n'est pas trop étonnant de la part de la réalisatrice, qui s'appelle Blandine Lenoir, dont la filmographie a déjà abordé des problématiques sociopolitique, on va dire de corps. Dans son film précédent de 2022, c'était Annie Colère, avec Laure Calamy entre autres. Elle rendait hommage aux femmes qui s'entraidaient pour avorter dans les temps sombres où c'était réprimé et dangereux en France au début des années 70. C'était en fait un hommage au MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, que le film a fait découvrir à pas mal de spectateurs, dont moi. Donc c'est cette Blandine Lenoir qui avait fait ça. Son Juliette au printemps, moins frontalement politique, il est adapté d'une BD, ou d'un roman graphique, comme on dit un peu pompeusement maintenant, louche davantage vers la comédie, malgré un sous-texte sérieux. On y évoque dépression, on y évoque le deuil, et c'est une comédie vraiment réussie. Il sort la semaine prochaine, au moment où je parle, le 12 juin.
seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue est la mémoire, des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. While you holding on to your bones, holding on to what you know, we won't make the same mistakes. Mistakes how we claim our fame. While you holding on to your bones, holding on to what you know, we won't make the same mistakes. Mistakes how we claim our fame. While you holding on to your bones, holding on to what you know, we won't make the same mistakes. Mistakes how we claim our fame. Vous finirez seuls et vaincus. Gaël Faye et la Canadienne Mélissa Lavo qui chante en créole haïtien pour ce Seul et vaincu. Alors si on entend bien les paroles, la chanson engagée sur le racisme, chanson à texte comme on dit, hein. Texte d'ailleurs écrit par Christine Taubira. On l'entend, cette chanson, sur le générique de fin de Chien Blanc, tiré du roman autobiographique de Romain Gary, dont j'ai dit du bien la dernière fois et qui est encore à l'affiche. Chanson parfaitement raccord avec le sujet du film, qui montre le couple Romain Gary-Jean Seberg dans la tourmente raciale américaine de la fin des années 60, après l'assassinat de Martin Luther King. Alors hier, on a vu ensemble un film qui s'intitule Rendez-vous avec Pol Pot. Ouais, Cambodge, Ouais. 1978, 3 ans après la prise de pouvoir des Khmers rouges. Un trio d'occidentaux est invité par l'entourage de Pol Pot, un intellectuel de gauche qui a l'air plutôt d'être curieux de voir comment se passe cette révolution rouge, un photographe et une journaliste télé. Moi, je trouve que ce film, enfin, le travail fait pour ce film est vraiment passionnant, d'un point de vue historique, mémoriel, bien sûr, hein, et aussi formel, hein, avec un entrecroisement de fiction, basé d'ailleurs sur un bouquin d'une journaliste, d'images documentaires aussi, et de plans sur des maquettes et des marionnettes fixes. Pour moi, l'hybridation a plutôt bien fonctionné. J'ai pas vu les travaux précédents de ce Riti Pan, le réalisateur, qui a été pendant son adolescence interné dans un camp khmer. Il s'en est évadé et il a fait après l'IDEC à Paris, c'est-à-dire l'école de cinéma, qui allait devenir la FEMIS après. Tous ces films, ou la plupart, concernent cet épisode
tragiques de son pays. Je pense par exemple à L'image manquante. Donc je trouve que c'est vraiment hybride et pour moi ça a fonctionné. Je dis un mot quand même, moi j'étais contente de revoir, elle jouait la journaliste télé, Irène Jacob, actrice franco-suisse discrète, révélée dans les années 90 par Christophe Kielowski. Avec les couleurs, là. Ouais, rouge. Et puis elle a eu quand même le prix d'interprétation au Cannes en 91 pour La double vie de Véronique, pour lequel elle a eu le César aussi. Et puis Rouge, elle a eu le César en 95. Donc, et tiens, quiz. À ton avis, c'est la mère de qui, cette Irène Jacob? La mère de ses enfants. Oui, et ses enfants, c'est les deux Kircher. Oula. Paul Kircher, celui du règne animal, et Jérôme aussi Kircher, qui est acteur aussi. J'ai découvert ça en regardant un peu ça. Quand on a vu le film, on a pensé avec l'utilisation de ces maquettes, de ces marionnettes, ça nous a fait penser au film La mère de tous les mensonges, film tunisien qui utilisait aussi pas subterfuge, mais ces moyens pour raconter l'histoire. Oui, ça édulcore la violence. Oui. Quand même. Alors moi j'ai trouvé qu'il y en avait un petit peu trop dans ce film. J'en aurais bien enlevé une bonne dizaine de minutes. Le film est assez froid. Mais il y a un côté suspense. Oui. Est-ce qu'ils vont l'avoir cette interview avec Pol Pot ou pas et ils ont voulu certainement coller au documentaire, ne serait-ce que par le choix du format, puisque c'est un format carré, un format 1.33, avec les couleurs aussi qui ne sont pas flamboyantes du tout, qui sont assez fades. Et moi j'ai bien aimé ces plans aussi qu'il y avait sur la piste d'atterrissage. Là, on a des choses qui sont assez belle et assez réussie. Alors sans rentrer dans les détails avec ce faux éléphant là, j'ai trouvé des moments qui étaient assez sympas. Le temps passe très vite. Alors ça, c'était Rendez-vous avec Pol Pot de Ritipan. Oui, donc on va vous dire les films qu'on a encore en tête et qui sont encore à l'affiche. Eh ben moi je pense à Memory, je pense aux Petites Mains, Les Trois Fantastiques, un film que j'avais bien aimé, qui est toujours à l'affiche dans les salles. Ouais, les trois ados provinciaux dans l'amitié va être mise à mal par les adultes. Memory, j'en ai parlé. Chien blanc aussi. Les Petites Mains. Le personnel d'un grand hôtel. Un film politique, drôle et émouvant en même temps. Avec une Corinne Maziero au top. J'ai vu que Civil War marche très bien aussi. 3 journalistes à la recherche du scoop dans l'Amérique en guerre civile. Pas besoin de viseur, il y a pas mal de films en ce moment. Il nous reste à parler du festival de Contis, mais on va mettre ça dans les bonus, ce qui fait qu'il nous reste à vous dire au revoir. Et on se retrouve pour le 21 juin ce sera la dernière de la ce saison. Ce sera l'été. Et les podcasts sur l'instantciné.fr, disponibles sur toutes les plateformes. À bientôt.